Le message parvint lors d'une séance ordinaire du Conseil, et personne ne s'attendait à ce qu'il bouleverse la donne. L'ambassadeur Reth, assis dans son bureau, examinait des accords commerciaux lorsque son appareil de communication s'illumina d'une alerte qu'il n'avait pas vue depuis 300 ans. Le code d'authentification était ancien, datant d'une époque où la galaxie était plus jeune et plus dangereuse. Ses mains tremblaient lorsqu'il ouvrit la transmission. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Mais c'était bien réel. Les humains revenaient. Reth était vieux maintenant, l'un des rares Kouris à se souvenir encore de la Terre et de son peuple étrange et déterminé. La plupart des siens avaient depuis longtemps oublié les humains. Les jeunes générations connaissaient à peine leur histoire. Mais Reth se souvenait de tout. 3 siècles auparavant, son peuple avait sauvé la Terre d'une destruction certaine. Un astéroïde gigantesque, assez gros pour fendre la planète en deux, fonçait droit sur le monde des humains. La technologie primitive de la Terre était impuissante à l'arrêter. Les humains avaient envoyé des signaux désespérés dans l'espace, implorant de l'aide, sachant qu'ils mourraient probablement avant d'obtenir une réponse. Les Kouris répondirent présents. Ils étaient l'espèce la plus proche possédant la technologie nécessaire pour intervenir. Leur vaisseau colonial, l'Obé Infini, dérouta à sa mission. Les 50 000 Kouris à bord utilisèrent leur générateur de puits gravitationnel pour éloigner l'astéroïde de la Terre. Cet effort provoqua la destruction du vaisseau. Tous périrent, mais la Terre survécut. Les humains pleurèrent. Ils offrirent tout ce qu'ils possédèrent et en guise de paiement. Mais les Kouris demandèrent une autre chose. Ils avaient observé l'humanité pendant des décennies et avaient constaté quelque chose qui les effrayait. Les humains étaient brillants et inventifs, mais aussi violents et imprévisibles. Des guerres ravageaient leur planète. Ils s'affrontaient à l'aide d'armes terribles. Les Kouris s'inquiétaient de ce qui arriverait si une telle espèce atteignait les étoiles. Ils demandèrent donc du temps. L'humanité se confinerait dans son propre système solaire pendant 300 ans. Aucun contact, aucune expansion. Le temps de grandir, de mûrir, d'apprendre la paix. Les humains acceptèrent, même si ces conditions leur causaient visiblement beaucoup de peine. La plupart des espèces de la galaxie pensaient que les humains rompraient l'accord en quelques décennies, mais ils ne le firent pas. 300 ans s'écoulèrent et l'humanité demeura silencieuse, recluse dans son unique système stellaire. Finalement, tous l'oublièrent. De nouvelles puissances émergèrent. La galaxie poursuivit son cours. Jusqu'à aujourd'hui, Reth porta immédiatement le message au Conseil galactique. Le silence se fit dans la salle lorsqu'il diffusa la transmission. Le directeur Fenn, un rocher grisâtre à 6 yeux, écoutait avec une irritation manifeste. « C'est sans importance », dit Fenn en agitant un bras maigre d'un air dédaigneux. Les humains ont probablement disparu depuis longtemps. Il s'agit sans doute d'un signal automatique. « Vous ne comprenez pas ?» répliqua Reth. « Je les ai rencontrés. J'ai parlé avec leur chef après la tombée de la nuit. Ils ont fait une promesse. Les promesses ne valent plus rien après 3 siècles, a déclaré un autre membre du Conseil. Pour les humains, les promesses sont essentielles, a insisté Reth. Le débat s'est prolongé pendant des heures. Finalement, ils ont accepté d'envoyer une sonde aux confins de l'espace humain afin de confirmer l'authenticité du message. Reth insista pour y aller lui-même. Un pressentiment lui disait que c'était important. 3 jours plus tard, le vaisseau de Reth apparut aux frontières du système solaire terrestre. Ce qu'il vit le glaça d'effroi. Un vaisseau l'attendait là, élégant et sombre, différent de tout ce que possédaient les flottes du Conseil galactique. Il n'était pas grand, transportant peut-être une centaine de membres d'équipage tout au plus. Mais sa conception laissait transparaître une intention précise et une puissance contenue à peine. La demande de communication arriva aussitôt. Vreth accepta. Une femme apparut sur son écran.
Elle avait la peau mate, les cheveux courts et un regard perçant. Elle portait un uniforme simple, sans décoration, à l'exception d'un écusson représentant la Terre sur un fond étoilé. Ambassadeur Rhett, dit-elle d'une voix posée et calme. Je m'appelle Anne Brooks. Je parle au nom de l'humanité. Je ne m'attendais pas à ce que vous respectiez l'accord, admit Rhett. Anne esquissa un sourire. Nous avons donné notre parole. Il y a 300 ans, votre peuple a sauvé chaque homme, femme et enfant de la terre. 50 000 Curie ont donné leur vie pour nous. Nous ne l'oublierons jamais. Chaque enfant humain apprend leur nom à l'école. Nous nous souvenons. Rhett sentit une oppression lui serrer la poitrine. La galaxie a changé. Mon peuple a changé. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Je sais, dit Anne doucement. Nous avons observé depuis notre système. Nous avons vu ce qui est arrivé aux Curie. Nous avons vu le déclin. Le déclin. Rhett ferma les yeux. Le fléau génétique qui décimait lentement son espèce. Chaque année, le nombre de naissances de Curie diminuait. Chaque année, davantage d'entre eux mouraient avant d'atteindre l'âge adulte. Les scientifiques prévoyaient une extinction totale d'ici 2 générations. Il n'y a rien à faire, dit Rhett. Nous avons accepté notre sort. Non, rétorqua Anne, la voix désormais empreinte d'acier. Vous nous avez sauvés. À présent, nous vous sauvons. La dette est payée, ambassadeur Rhett. L'heure est venue. Comment l'humanité peut-elle servir le peuple Curie? Rhett la fixa. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Vous risqueriez votre vie pour nous? Vous ne nous devez rien. L'isolement était une juste punition. Anne secoua la tête. L'humanité ne raisonne pas ainsi. 50 000 des vôtres sont morts pour nous. Nous ne laisserons pas leur sacrifice tomber dans l'oubli. Nous ne vous laisserons pas mourir tant que nous aurons le souffle dans nos mains et la force dans les nôtres. Voilà qui nous sommes. Le Conseil ne le permettra pas, avertit Rhett. Ils vous craignent. Les archives anciennes décrivent l'humanité comme dangereuse. Alors ils ont raison, dit simplement Anne, car nous sommes dangereux. Mais pas pour nos amis. Jamais pour nos amis. Voulez-vous nous emmener sur votre planète natale, ambassadeur? Voulez-vous nous laisser tenter de vous aider? Rhett pensa à ses enfants, tous deux disparus avant leur 20e année. Il pensa à ses petits-enfants qu'il ne rencontrerait jamais, car sa fille sa fille survivante avait trop peur de donner naissance à des enfants qui ne feraient mot que souffrir et mourir. Il pensa aux villes désertes, aux écoles silencieuses et à un peuple agonisant qui avait jadis sauvé la terre. « Oui, dit-il, je te ramènerai chez toi. » Anne acquiesça d'un signe de tête. « Alors, nous commençons. Transmets un message à ta matriarche. Dis-lui que l'humanité est venue s'acquitter de sa dette. » La transmission s'interrompit. Rhett, assis dans son fauteuil, fixait l'espace obscur où avait figuré l'image d'Anne. Il ignorait si les humains pouvaient réellement apporter leur aide. Mais une chose était absolument certaine. La galaxie avait oublié ce dont les humains étaient capables lorsqu'ils se souciaient de quelque chose, lorsqu'ils tissaient un lien avec quelque chose. Quand ils décidèrent qu'une chose méritait d'être protégée, la galaxie était sur le point de se souvenir. Et Rhett pressentait que beaucoup regretteraient ce rappel avant que tout ne soit fini. Les nouvelles circulèrent vite au sein du Conseil galactique et la peur encore plus vite. Quelques heures après la transmission de Rhett, toutes les grandes espèces savaient que l'humanité était sortie de son isolement. Des séances d'urgence furent convoquées. D'anciens dossiers furent exhumés des archives. Et peu à peu, les jeunes espèces commencèrent à comprendre pourquoi les anciennes semblaient si inquiètes. Le directeur Fenn se tenait devant le conseil réuni, projetant des données sur l'écran central. Ses 6 yeux clignaient rapidement, signe de son agitation. « J'ai examiné les dossiers humains, » annonça-t-il. « Ce que j'ai découvert est profondément inquiétant. » L'écran affichait la Terre en rotation lente. Des avertissements rouges masquaient l'image.
L'humanité provient d'une planète mortelle de classe 12, poursuivit Fenn. Pour information, la plupart des espèces évoluent sur des planètes de classe 3 ou 4, toutes. Planète de classe supérieure à 8 est considérée comme inhabitable. Des murmures parcoururent maintenant la salle. Un monde de classe 12 signifiait que la Terre était à peine habitable, même pour ces espèces indigènes. La gravité est écrasante, lut Fenn dans le dossier. L'atmosphère est corrosive. Les conditions météorologiques sont violentes et imprévisibles. Les prédateurs indigènes sont massifs et nombreux. Les maladies évoluent rapidement, et les humains, espèces intelligentes, ont passé la majeure partie de leur histoire à s'entretuer dans des guerres de plus en plus destructrices. Un membre du conseil du collectif Drett prit la parole. Ils ont certainement évolué au-delà d'une telle violence. Vreth, assis à sa place, laissa échapper un rire amer. Vous ne comprenez pas. Les humains n'ont pas triomphé malgré leur monde. Ils ont triomphé grâce à lui. Chaque épreuve les a rendus plus forts. Chaque menace les a rendus plus intelligents. Chaque défaite les a rendus plus déterminés. Fenn acquiesça à contre-cœur. Les archives anciennes le confirment. Lorsque les humains ont conquis l'espace, ils ont résolu des problèmes qui avaient déconcerté nos meilleurs scientifiques. Lorsque la peste de Trélin a frappé les colonies frontalières, des étudiants en médecine humaine ont trouvé un remède en 3 semaines. Nos experts y travaillaient depuis des décennies. Que suggérez-vous ? Demanda un autre membre du conseil. Je suggère que nous ne souhaitions pas que l'humanité s'immisce dans les affaires galactiques, déclara Fenn d'un ton ferme. Ils sont trop efficaces, trop prêts à tout. Durant les guerres frontalières, un seul vaisseau humain a mis hors de combat une flotte entière, grâce à des tactiques que nous avons jugées impossibles. Ils ont percuté le vaisseau amiral à une vitesse supraluminique, ajouta Reth d'une voix calme. L'équipage savait qu'il allait mourir. Ils l'ont fait malgré tout, car cela permettrait de sauver des vies. C'est dans la nature humaine. Le silence se fit dans la chambre. Finalement, quelqu'un posa la question qui s'imposait. Que veulent-ils maintenant ? Ils veulent aider la cible, répondit Reth. Ils ont appris l'existence du déclin. Cette nouvelle provoqua un tollé. Plusieurs espèces prirent la parole simultanément. Fenn leva les bras pour imposer le silence. La situation de la carrière est tragique, mais irrémédiable, déclara-t-il. Des centaines d'équipes médicales ont étudié le déclin. C'est incurable. Les dommages génétiques sont trop importants. Dis ça à l'humanité, rétorqua Reth. Ils ne croient pas à l'impossible. Alors ce sont des imbéciles, répliqua Fenn. Peut-être, concéda Reth. Mais ceux qui tiennent leurs promesses sont des fous. Et qu'il y a 300 ans, mon peuple a sauvé son monde. 50 000 hommes ont péri pour repousser cet astéroïde loin de la paix. Terre dura 3 semaines. Thomas passa la majeure partie de ce temps dans ses quartiers, à bord du transport diplomatique, à examiner des rapports et à préparer des exposés en prévision des inévitables questions qu'on lui poserait à son retour. Le vaisseau était bondé d'évacués de l'ambassade et des installations humaines environnantes. Des personnes dont la vie avait été bouleversée par des décisions prises dans les lointaines sphères du pouvoir. Il vit l'incertitude sur leur visage, l'inquiétude face à l'avenir. Mais il vit aussi autre chose, du soulagement. Ce soulagement viscéral qui naît de la fin du jeu, de la libération des faux-semblants, de la nécessité constante de justifier son existence auprès de ceux qui avaient déjà décrété son indignité. La Terre apparut dans le hublot un mardi matin, l'heure du vaisseau. Thomas l'avait vue d'innombrables fois depuis l'orbite, mais elle ne manquait jamais de l'émouvoir. Bleue et blanche, d'une beauté à couper le souffle, suspendue dans le vide comme une promesse. Comme un foyer. Les séances de débriefing commencèrent avant même que sa navette n'atterrisse au complexe diplomatique de Genève. La secrétaire générale Patricia Okoye attendait dans la salle de conférence, en compagnie des chefs d'état-major interarmés, des directeurs du renseignement et d'une demi-douzaine d'autres responsables dont Thomas reconnut les visages grâce au briefing confidentiel. Patricia avait 64 ans, les cheveux argentés, et une présence qui imposait l'attention sans effort. Elle avait été la force motrice du retrait,
celle qui avait perçu clairement la véritable nature du conseil, alors que d'autres s'accrochaient encore à de faux espoirs. Ambassadeur Garrett, dit-elle en se levant pour lui serrer la main. Bienvenue chez vous, madame la secrétaire. Thomas prit place à la table de conférence. Je suppose que vous avez examiné des rapports préliminaires à plusieurs reprises. Patricia activa l'écran holographique au centre de la table. La réaction du conseil fut intéressante. L'écran diffusait des flux d'informations provenant de tout l'espace du conseil. Les chaînes de propagande du VESC continuaient de clamer haut et fort la lâcheté humaine, mais des failles apparaissaient dans leurs discours. Les forums économiques, pourtant réputés pour leur élégance, étaient emplis de panique quant aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. Les réseaux commerciaux de Trell s'efforçaient de remplacer les capacités de production humaine, et les dépêches militaires hégémoniques révélaient ce que Thomas trouvait particulièrement satisfaisant: la confusion. Ils ne s'attendaient pas à ce que nous partions réellement, déclara le général Raymond Hayes. Il était chef d'état-major interarmé, un militaire de carrière qui avait passé les 10 dernières années à se préparer à une guerre qu'il regrettera. Mais comprenez bien ceci, nous ne convoitons aucun territoire, nous ne voulons aucun pouvoir. Nous voulons seulement rembourser une dette. Aidez-nous ou ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Voilà vos options. La transmission s'interrompit. La salle du conseil sombra dans le chaos. Certains réclamaient une intervention militaire. D'autres préconisaient la négociation. Quelques-uns suggéraient l'inaction, espérant l'échec des humains. Red se leva lentement. Ses vieux os le faisaient souffrir et son cœur battait irrégulièrement, affaibli par le déclin. Mais sa voix était forte lorsqu'il parla. « Vous êtes tous terrifiés », constata-t-il. « Tant mieux, vous avez raison de l'être. Parce que j'ai rencontré des humains et je sais de quoi ils sont capables quand ils tiennent à quelque chose, quand ils créent un lien avec quelque chose, quand ils décident que quelque chose mérite d'être protégé. Que dites-vous » demanda Fenn. « Je dis qu'il y a 300 ans, nous les avons sauvés, et que cela vous plaise ou non, ils nous considèrent désormais comme les leurs. Et les humains protègent ce qui leur appartient avec une férocité qu'aucune autre espèce ne peut égaler. Ils ne renoncent pas. Ils n'acceptent pas la défaite. Ils déchireront des étoiles s'il le faut. »« C'est de la folie, » murmura quelqu'un. « Oui, » approuva Reth. « C'est ce qui les rend si dangereux et si précieux comme amis. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un message à transmettre à ma matriarche. Les humains rentrent avec moi et elle mérite de le savoir. » Il quitta la pièce. Derrière lui, le conseil continuait de débattre, mais Reth savait que leur décision importait peu. L'humanité avait tranché. Et quand les humains prenaient une décision, l'univers lui-même semblait se plier à leurs exigences. Son seul espoir résidait dans le sauvetage de son peuple avant que l'humanité ne rappelle à la galaxie pourquoi il ne fallait jamais sous-estimer les habitants des mondes de la mort, ni pire encore, pourquoi il ne fallait jamais les prendre pour ennemis. Khan avait jadis été le joyau de son secteur. Un monde de cités vertigineuses et de milliards de voix chantant à l'unisson. Désormais, ce n'était plus qu'un cimetière en attente d'être rempli. Anne se tenait au hublot de son vaisseau, tandis qu'ils approchaient de la planète natale des Kouris. La planète en contrebas était magnifique, avec ses océans bleus et ses continents verdoyants, mais quelque chose clochait. Les lumières de la ville étaient trop clairsemées. Le trafic aérien était quasi inexistant. C'était une civilisation qui s'éteignait lentement. « Population » demanda-t-elle à voix basse. Le docteur Henry Okoye consulta sa tablette. C'était un homme de grande taille, originaire de Lagos, aux mains sûres et au regard bienveillant, marqué par tant de souffrances. Il reste 183 millions de Kouris, contre 14 milliards à leur apogée. Anne ferma les yeux un instant. 14 milliards de milliards à moins de 200 millions. Une espèce entière qui s'éteint au ralenti. « Combien de temps leur reste-t-il » demanda-t-elle. « Au rythme actuel, 40 ans avant la disparition du dernier Kouri » répondit Henry.
Mais ça va s'accélérer vers la fin. C'est toujours le cas lors des catastrophes et en cascade. La commandante Patricia Walsh se tenait à proximité, les bras croisés. Plus petite qu'Anne, elle avait pourtant l'allure d'une femme qui avait mené de rudes batailles et les avait remportées. Le Conseil persiste à exiger l'abandon de cette mission. Ils ont envoyé un autre message pendant que vous examiniez les données médicales. Ignorez-les, dit Anne d'un ton sec. Nous n'étions pas venus jusqu'ici pour faire demi-tour. Leur vaisseau pénétra dans l'atmosphère sans presque trembler. Le génie humain avait fait des progrès considérables durant l'isolement. Tout était plus fluide, plus efficace. La galaxie ne tarderait pas à le découvrir. Ils atterrirent aux coordonnées indiquées sur une plateforme proche de la capitale planétaire. La ville s'étendait autour d'eux, d'élégantes tours s'élançant vers le ciel. Mais Anne ne voyait que le vide. Des immeubles aux fenêtres sombres, des rues désertes, des jardins à l'abandon, laissés à l'abandon. Une délégation les attendait sur le quai d'atterrissage. 5 Kouris, dont les avant-bras et la peau changeaient de couleur au gré de leurs émotions. Leurs visages arboraient des nuances de gris et de bleu, mêlées de tristesse et de résignation. La figure centrale était sans conteste la plus âgée. Malgré son âge avancé, elle se tenait droite, et son regard exprimait une profonde tristesse qui serra le cœur d'Anne. « Je suis la matriarche Sela », dit-elle dans un anglais parfait. « Bienvenue à Caen, ambassadeur Brooks, bien que j'avoue ne pas comprendre la raison de votre venue. » Anne s'avança et fit un geste qui figea son équipage humain de surprise. Elle s'agenouilla et inclina la tête. « 50 000 des vôtres sont morts pour sauver les miens, déclara-t-elle d'une voix claire. Nous nous souvenons de chaque nom. Nous le racontons à chaque enfant. Nous avons gravé leur nom sur un monument qui s'étend sur 3 km². Nous n'avons pas oublié. Matriarche Sela. Nous n'oublierons jamais. » Le teint de la matriarche s'adoucit, prenant des reflets dorés. De la surprise, peut-être. Ou de l'espoir. Anne soupçonnait pourtant que le Curie n'en laissait guère subsister. « Levez-vous, je vous prie, » dit doucement Sela. « Vous ne nous devez rien. La dette a été payée par vos 3 siècles d'isolement. Tel était l'accord. » Anne se leva et regarda la matriarche droit dans ses grands yeux lumineux. « Avec tout mon respect, matriarche, les humains ne raisonnent pas ainsi. Votre peuple nous a sauvés. À présent, nous vous sauvons. C'est simple. Le déclin est irréversible, » dit Sela. Et sa voix portait le poids d'années de chagrin. Nous avons tout essayé. Nos meilleurs scientifiques, les équipes médicales du Conseil, les chercheurs travaillant sur une 12aine d'espèces, tous ont échoué. Nous nous sommes résignés. Nos meilleurs scientifiques, les équipes médicales du Conseil, les chercheurs travaillant sur une 12aine d'espèces, tous ont échoué. Nous nous sommes résignés. Nous ne l'avons pas accepté, a répondu Anne. Le docteur Okoye est le plus grand généticien que la Terre ait jamais connu. Son équipe a résolu l'épidémie de peste du Caire en 4 mois. Ils ont reconstitué le génome européen après la catastrophe. S'il y a bien quelqu'un qui peut vous aider, c'est lui. Henry s'avança et s'inclina respectueusement. Matriarche Sela, j'aurai besoin d'un accès complet à vos installations médicales, à vos bases de données génétiques et à vos patients actuels. Je dois tout voir. Vous l'aurez, acquiesça Sela. Mais je vous conseille de ne pas trop espérer. Cette situation a brisé le cœur de nombreuses personnes brillantes. Heureusement que les humains sont obstinés, dit Henry avec un léger sourire. Nous ne cédons pas facilement. La matriarche les guida à travers la ville. Anne s'efforçait de ne pas fixer les immeubles vides, les rues silencieuses, les parcs désertés. Voilà à quoi ressemblait l'extinction quand elle s'installait assez lentement pour qu'on puisse la voir venir. Ils atteignirent le centre médical, un bâtiment immense qui aurait pu accueillir des milliers de patients. Il n'en abritait plus qu'une centaine. La carrière ne gaspillait pas ses ressources pour des causes perdues. Henry et son équipe disparurent aussitôt dans l'aile de recherche,
demandant déjà des données, des échantillons et des cartes génétiques détaillées. Anne resta avec la matriarche, se promenant dans des jardins à peine entretenus. « Pourquoi cela vous importe-t-il tant ?» demanda Séla après un long silence. « Votre peuple est en sécurité. Votre monde prospère. Nous sommes désormais des étrangers pour vous. » « Ma grand-mère m'a raconté une histoire, » dit Anne d'une voix douce. « Lorsque l'aube éternelle s'est abattue, lorsque votre peuple Essiat est mort pour nous sauver, la terre a regardé. Chaque être humain qui pouvait voir un écran a vu votre vaisseau se déchirer pour repousser cet astéroïde. Ma grand-mère disait que la planète entière pleurait. Des inconnus s'enlaçaient dans les rues. Des ennemis déposaient les armes. Parce que 50 000 personnes que nous n'avions jamais rencontrées venaient de mourir pour nous offrir un avenir. » Elle se tourna vers la matriarche. « Cela nous changea. Cela nous montra ce que nous pouvions devenir, ce que nous devions devenir. Nous avons passé 300 ans à devenir dignes de ce sacrifice. Nous avons mis fin à nos guerres. Nous avons guéri notre planète. Nous avons bâti une société fondée sur le principe que la vie est précieuse. Toute vie mérite d'être défendue. C'est vous qui nous avez offert cela, matriarche. Vous et vos 50 000 martyrs. » Le visage de Séla changea à nouveau, traversant un tourbillon d'émotions trop complexes pour être nommées. « Nous n'avons pas les moyens de vous payer, » dit-elle doucement. « Nous ne voulons pas d'argent, » répondit Anne. « Nous voulons que vous viviez. C'est tout. » 3 jours passèrent. Henry et son équipe dormaient à peine, absorbés par l'étude de la génétique Curie, avec une intensité que seuls les humains peuvent supporter. Anne les observait travailler, les voyait débattre, élaborer des théories et faire des essais. Elle les voyait s'agacer, mais persévérer malgré tout. Le 4e jour, Henry vint la trouver avec une expression indéchiffrable. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-il. « Anne, il faut que tu vois ça. » Ils se réunirent dans une pièce sécurisée. Juste Anne, Henry, Patricia et la matriarche Séla. Henry projeta ses découvertes sur un écran affichant des séquences d'ADN et des structures génétiques complexes. « Cette décoloration n'est pas naturelle, » déclara-t-il sans préambule. « C'est artificiel. Quelqu'un l'a conçu. » Un silence de mort s'installa dans la pièce. Cela devint d'un blanc immaculé, sous le choc, muette. « Expliquez-moi, » dit Anne d'une voix basse et menaçante. « Les dommages génétiques suivent un schéma précis, » poursuivit Henry. « C'est trop précis pour être une mutation aléatoire. » Il y a environ 287 ans, quelqu'un a introduit un agent biologique dans la population Cori. Il était conçu pour s'intégrer à leur ADN et provoquer des défaillances en cascade. Mais voici le point crucial. Il était conçu pour paraître naturel, pour se dissimuler. Celui qui a fait cela voulait que la personne concernée meure en pensant qu'il s'agissait simplement d'un coup du sort. Patricia a juré en 3 langues. Anne sentit une rage glaciale l'envahir. « Pouvez-vous identifier le responsable ?» demanda-t-elle. « Oui, » confirma Henry. « Les marqueurs biologiques sont spécifiques. Ils correspondent aux techniques de manipulation génétique d'une seule espèce. » Il modifia l'affichage. Une nouvelle image apparut, montrant une espèce qu'Anne ne reconnaissait pas. Des êtres grands et minces, à la peau cristalline et dotés de multiples organes sensoriels. « Le concordat de vache, » dit Henry. « C'est eux qui ont fait ça. Ils ont assassiné votre peuple lentement, matriarche Séla. Et ils ont fait en sorte que cela prenne tellement de temps que personne ne découvre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Cela s'affaissa dans un fauteuil, les avant-bras tremblants. « Mais qu'est-ce qu'on leur a fait ?» demanda Anne. « Ça n'a aucune importance, » répondit-elle d'une voix si assurée que même Patricia recula d'un pas. « Ce qui compte, c'est qu'ils ont fait du mal à nos amis. Ils ont tenté d'exterminer une espèce entière et ils pensaient s'en tirer. » Elle regarda Henry. « Peux-tu le guérir ?»« Oui, »
répondit-il sans hésiter. Maintenant que je sais ce que je cherche, oui. Cela prendra du temps, mais je peux élaborer un traitement. Bien, dit Anne. Faites-le. Patricia, prévenez le commandement de la flotte. Nous avons de nouveaux ordres. Patricia sourit, mais son sourire n'avait rien d'agréable. De quels ordres s'agit-il, ambassadrice? Anne se retourna vers l'écran affichant le Concordat Voche. Son regard était dur comme l'acier et sa voix calme, comme celle des humains lorsqu'ils sont véritablement, profondément en colère. Nous allons rendre visite aux Voches. Nous allons discuter de leurs agissements. Et ensuite, nous allons donner à la galaxie une leçon qu'elle aurait dû apprendre il y a 300 ans. « Quelle leçon ?» demanda Sayla à voix basse. Anne la regarda, et la matriarche perçut dans ses yeux humains quelque chose à la fois terrifiant et étrangement réconfortant. « Ne faites jamais de mal à nos amis. » La flotte humaine se matérialisa aux confins de l'espace Voche, telle une apparition prenant forme, et la galaxie retint son souffle. L'amiral Derek Stone se tenait dans le poste de commandement de son vaisseau amiral, l'Aube Infinie, baptisé en hommage au vaisseau-caisse qui avait sauvé la Terre jadis. C'était un homme d'une 50aine d'années, marqué par le temps, les cheveux gris et les cicatrices témoignant d'un entraînement rigoureux dans l'environnement hostile de la Terre. Autour de lui, son équipage travaillait avec une efficacité discrète. « Rapport de situation », ordonna-t-il. « 47 vaisseaux recensés », répondit son officier tactique. « Tous les systèmes sont au vert. Nous maintenons notre position à exactement 1 minute-lumière de la frontière Voche. »« Bien, » dit Derek. « Ouvrez un canal. Diffusez sur toutes les fréquences. Je veux que chaque Voche équipé d'un récepteur entende ceci. » L'officier de transmission acquiesça. Canal ouvert, amiral. Derek prit une inspiration, puis parla, sa voix résonnant dans le vide spatial. Ici, l'amiral Derek Stone de la flotte de défense terrestre, à l'attention du Concordat Voche. Il y a 287 ans, vous avez introduit une arme biologique dans la population Kouri. Vous avez assassiné des milliards d'êtres humains lentement, méthodiquement, persuadés que personne ne découvrirait jamais votre crime. Vous vous trompiez. Il marqua une pause, laissant le message faire son chemin. À travers l'espace Voche, des milliards d'êtres cristallins recevaient ce message. Il voulait qu'ils entendent tous la suite. Les Kouri sont nos amis. Ils ont sauvé l'humanité quand nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes, et vous avez tenté de les exterminer. Voici donc ce qui va se passer. Maintenant, vous livrerez tous les individus impliqués dans la création et le déploiement de cette arme biologique. Vous fournirez des informations complètes. Documentation de votre crime. Vous avez 12 heures pour le faire. En cas de refus, nous viendrons prendre ce que nous voulons et vous n'y prendrez aucun plaisir. La transmission s'est terminée. Derek s'est tourné vers ses officiers. Maintenant, nous attendons. Sur la planète natale des Voches, le conseil dirigeant s'est réuni en session d'urgence. Il paniquait, ce qui était inhabituel pour une espèce réputée pour sa logique implacable et sa planification rigoureuse. Le coordinateur suprême Vesh se tenait à la tête de la salle du conseil, son corps cristallin reflétant la lumière crue. « Combien de vaisseaux humains ?» demanda-t-il. « 47 » répondit son conseiller militaire. « Peu, selon nos critères. Nous disposons de 600 vaisseaux de guerre mobilisables en quelques heures. » « Alors pourquoi agissez-vous tous comme si c'était une crise ?» demanda Vesh. Un membre plus âgé du conseil, ayant accès aux archives anciennes, prit la parole. « Parce que ce sont des humains. Parce qu'ils viennent d'un monde mortel. Parce que tout dans notre dossier de renseignement indique que nous ne voulons pas les combattre. »« C'est de la superstition, » rétorqua Vesh. « Ils ne sont qu'une seule espèce, avec moins de vaisseaux. Nous sommes 13 fois plus nombreux. » L'armada Trélan pensait la même chose durant les guerres frontalières, dit doucement le vieux membre du conseil. Ils étaient également en supériorité numérique. Les humains les ont anéantis en 6 heures. Ce n'était qu'une bataille, rétorqua Vesh. Une anomalie. Permettez-moi alors de vous faire part des informations recueillies par nos services de renseignement durant leur période d'isolement, dit l'aîné en affichant des données sur l'écran central. Les vaisseaux de guerre humains sont construits différemment des nôtres. Ils utilisent des systèmes redondants, une conception compartimentée et un blindage,
qui ralentirait considérablement nos navires. Mais la vitesse importe peu aux humains. Leur seul objectif est de survivre assez longtemps pour vous blesser. Des images de vaisseaux humains bardés d'armes apparurent à l'écran. Leurs armes sont à la fois cinétiques et énergétiques, poursuivit l'aîné. Ils tireront des missiles, des balles et des barres de métal à des vitesses incroyables. Ils utiliseront des armes à radiation que nous avons interdites il y a des siècles, les jugeant barbares. Ils emploient des tactiques qu'aucune espèce civilisée n'envisagerait. Par exemple, demanda Vesh, commençant à douter. Des collisions, répondit simplement l'aîné. Ils n'hésiteront pas à percuter nos vaisseaux si cela leur permet d'atteindre leur objectif. Leurs pilotes peuvent résister à des forces gravitationnelles qui nous seraient nettes fatales. Ils portent des combinaisons pressurisées qui leur permettent de survivre dans des conditions qui détruiraient nos corps. Et surtout, ils ne renoncent jamais. Jamais. Un silence pesant s'installa dans la salle du conseil. Finalement, quelqu'un demanda « Que faire ?» « Nous pourrions combattre », répondit le conseiller militaire avec hésitation. « Nous pourrions gagner. »« À quel prix ?» s'exclama l'aîné. « Nous avons ciblé les Kouris parce qu'ils étaient faibles et mourants. L'humanité n'est ni faible ni mourante, elle est en colère. Et les humains en colère sont ce qu'il y a de plus dangereux dans la galaxie. » Vesh réfléchit à ses options. Son peuple avait commis le crime parfait, du moins le croyait-il. Le génocide des Kouris visait à éliminer un rival potentiel en le faisant passer pour une mort naturelle. Personne n'était censé le savoir, mais à présent, les habitants du monde de la mort étaient au courant. Et ils réclamaient justice et vengeance, décida finalement Vesh. Dites-leur que nous ignorons tout des armes biologiques. Dites-leur que leurs accusations sont sans fondement. Ordonnez-leur de quitter immédiatement notre espace, sous peine d'intervention militaire. L'aîné laissa échapper un soupir de désarroi, mais le message fut transmis. 12 heures s'écoulèrent. La flotte humaine resta immobile. Elle patienta simplement à la frontière, dans l'obscurité et le silence. Puis, au moment précis où le délai imparti expirait, ils attaquèrent. Les Vosh avaient mobilisé leur flotte. 600 vaisseaux de guerre disposés en formation défensive autour de leur monde natal. Ils étaient prêts. Ils étaient supérieurs en nombre et bénéficiaient d'une meilleure position de combat. Ils étaient certains de pouvoir repousser les humains. Ils se trompaient lourdement. Les vaisseaux humains arrivèrent à toute vitesse, plus vite que prévu par les Vosh. Sans ralentir ni manœuvrer avec élégance, ils chargèrent droit sur la ligne de défense, tels des prédateurs repérant leur proie. Les Vosh ouvrirent le feu avec leurs armes à énergie, des faisceaux sophistiqués conçus pour neutraliser les vaisseaux sans les détruire. Une guerre civilisée, censée minimiser les pertes. Les rayons frappèrent les boucliers et blindages humains sans grand effet. Les vaisseaux humains continuèrent d'avancer. Puis, les humains ripostèrent, et les Vosh découvrirent ce qu'était une guerre barbare. Des centaines de missiles s'abattirent en temps naissance, submergeant les systèmes de défense ponctuels des Vosh. Des projectiles cinétiques, de simples balles de métal accélérées à des vitesses prodigieuses, transpercèrent les boucliers Vosh, comme s'ils n'existaient pas. Vinrent ensuite les armes à radiation, inondant le vide d'une énergie mortelle contre laquelle les Vosh étaient sans défense. En 1 heure seulement, les Vosh perdirent 180 vaisseaux. Les humains perdirent 2 appareils. « Calme, repliez-vous » ordonna Vesh désespérément. « Regroupez-vous sur la ligne secondaire. » Mais les humains ne leur laissèrent pas le temps de se regrouper. Ils poursuivirent l'attaque sans relâche, traquant les vaisseaux Vosh en fuite et les détruisant avec une efficacité brutale. Les pilotes humains exécutèrent des manœuvres qui auraient dû leur être fatales. Leurs vaisseaux tournoyaient et plongeaient de manière à exploiter la moindre faille dans les formations Vaux.
Un commandant Vaux tenta d'éperonner un vaisseau humain, croyant ainsi contrer leur tactique. Le vaisseau humain, au dernier moment, actionna ses propulseurs, esquiva et détruisit les moteurs du vaisseau Vaux. Ce dernier dériva, impuissant, tandis que les humains passaient à d'autres cibles. 6 heures après le début du combat, la flotte Vosh était anéantie. Les vaisseaux fuyaient dans toutes les directions. Certains tentèrent de se rendre, mais les humains semblaient sourds à leurs appels. Ils continuaient de tirer, d'avancer, de détruire. Derek observait depuis son centre de commandement l'effondrement des défenses Vosh. Cessez le feu sur les vaisseaux qui diffusent des messages de reddition, ordonna-t-il, tout en poursuivant la neutralisation de leurs installations militaires. Monsieur, le Conseil exige des négociations immédiates, rapporta son officier de communication. Dites-leur qu'ils ont eu leur chance, répliqua froidement Derek. Maintenant, ils vont assister aux conséquences de l'assassinat de nos amis. La flotte humaine a convergé vers la planète natale des Vosh, mais n'a attaqué ni les villes ni les civils. Au lieu de cela, avec une précision chirurgicale, ils détruisirent chaque base militaire, chaque usine d'armement, chaque chantier naval. Ils eurent recours à des frappes orbitales et à des tirs de missiles de haute précision, réduisant l'infrastructure militaire des Vosh en ruine. Les Vosh ne purent qu'assister, impuissants et horrifiés, à l'anéantissement en moins d'une journée de 3 siècles de développement militaire. Finalement, lorsque tous les navires de guerre furent mis hors de combat ou détruits, lorsque toutes les installations militaires ne furent plus que ruines fumantes, Derek ouvrit un nouveau canal. « Les massacres sont terminés, annonça-t-il. Mais le règlement de compte ne fait que commencer. Vous livrerez tous les individus impliqués dans le génocide des Kouris. Vous remettrez toutes les recherches, tous les documents, toutes les preuves. Vous aurez 6 heures pour le faire. Si vous refusez, nous commencerons à démanteler vos infrastructures civiles, vos centrales électriques, vos stations d'épuration, vos réseaux de communication. Nous n'exterminerons pas votre population, mais nous vous renverrons à l'âge de pierre. Le choix vous appartient. » Cette fois, les Vosh n'ont pas refusé. Ils n'en avaient pas les moyens. Vesh, le coordinateur en personne, mena la délégation venue au vaisseau amiral humain, transportant des cristaux de données contenant toutes les informations exigées par les humains. Son corps cristallin était obscurci par la honte et la peur. Derek le rencontra dans le hangar, entouré de marines humains en armure motorisée. Ils étaient plus petits que les Vosh, mais paraissaient pourtant plus imposants. Plus dangereux. Pourquoi ? Demanda Vesh d'une voix calme. Pourquoi t'intéresses-tu autant à la proie ? Ce ne sont même pas des tiens. Derek le regarda avec un mépris glacial. Parce qu'ils nous ont sauvés quand nous en avions besoin. Parce qu'ils nous ont montré ce que nous pouvions devenir. Parce que quand on tient à quelqu'un, vraiment, on le protège. Tu ne comprends visiblement pas ce concept. Nous nous défendions, protesta Vesh. Les Kouris devenaient trop puissants. Alors vous avez essayé de tous les tuer, rétorqua Derek d'un ton sec. Tu sais comment on appelle ça sur Terre ? Un génocide. Et nous ne tolérons pas le génocide, jamais, pour aucune raison. Il prit les cristaux de données à Vesh. Vous avez de la chance que nous ne soyons pas les monstres que vous imaginiez. Nous aurions pu vitrifier votre planète. Nous aurions pu vous faire subir le même sort qu'à la carrière. Mais nous sommes meilleurs que cela. Nous ne tuons pas d'innocents. Derek se pencha plus près, sa voix devenant presque banale, mais infiniment plus menaçante. Mais comprenez bien ceci, coordinateur. Si jamais vous menacez à nouveau la proie, nous reviendrons, et la prochaine fois, nous ne serons pas aussi cléments. Maintenant, quittez mon vaisseau. Vesh s'enfuit et Derek se tourna vers ses officiers. Prévenez l'ambassadeur Brooks, nous avons ce qu'il nous faut. Il est temps de rentrer. Le Conseil galactique se réunit ensuite, et pour la première fois en 3 siècles, il comprit ce qu'était la véritable peur. Le directeur Fenn se tenait devant les représentants réunis, ses 6 yeux balayant nerveusement les visages des différentes espèces présentes. Sur l'écran central, on pouvait voir des images de la bataille de Vash Prime,
600 vaisseaux de guerre réduits en miettes en moins d'une journée. Les installations militaires furent réduites en ruines et les défenses de civilisations entières balayées, comme de la poussière. C'est inadmissible, déclara le représentant Corvin du collectif Drett. L'humanité a commis un acte de guerre contre une espèce membre du Conseil. Elle doit être sanctionnée. Sa flotte doit être démantelée. Elle doit être... Elle doit être quoi? Interrompit Rhett d'une voix tranchante. Combattu? Détruit? Monsieur le représentant Corvin, expliquez-nous comment vous comptez accomplir ce que 600 vaisseaux de guerre Vosh n'ont pu faire. Corvin garda le silence. Personne ne sut répondre. Un autre représentant prit la parole, un être prudent de la Fédération Helix. Ils ont utilisé des armes, à radiation. Celles-ci étaient interdites par les accords de guerre civilisée. L'humanité n'a jamais signé ces accords, a souligné Rhett. Elle vivait isolée lorsque ces traités ont été rédigés. On ne peut pas l'obliger à respecter des accords qu'elle n'a jamais conclus. C'est un détail technique, a rétorqué Fenn. Non, a affirmé Rhett d'un ton ferme. C'est la réalité. L'humanité fonctionne selon son propre code, sa propre éthique. Et franchement, après avoir examiné les preuves qu'elle a fournies concernant le génocide des Vosh, je crois que ces actions étaient justifiées. Cela provoqua un tollé. Plusieurs représentants se mirent à crier simultanément. Fenn leva les bras pour faire taire les critiques. La situation des Vosh est une affaire interne, rétorqua-t-il. Le déclin de la carrière était tragique, mais ne concernait pas les étrangers. Les Vosh ont délibérément exterminé des milliards d'êtres innocents, répliqua Rhett. Ils ont utilisé une arme biologique conçue pour dissimuler leurs crimes. Et vous appelez ça une affaire intérieure? Vous qualifiez le génocide de chose qu'on devrait ignorer? Les humains n'avaient aucune autorité pour agir, insista quelqu'un d'autre. Les humains avaient parfaitement le droit d'agir, rétorqua Rhett. Ils protégeaient leurs alliés. Ou bien avez-vous oublié le sens de ce mot? Une nouvelle voix se fit entendre. L'écran afficha Anne Brooks, qui, une fois de plus, piratait leur système de communication sécurisé, avec la même facilité qu'on ouvre une porte. « Bonjour, messieurs les conseillers », dit-elle d'un ton aimable. « Je pensais que vous aimeriez savoir ce que l'humanité compte faire ensuite. »« Sortez de nos systèmes », ordonna Fenn. « Votre sécurité est toujours aussi déplorable, » répondit Anne. « Vous devriez vraiment investir dans un meilleur cryptage. Mais là n'est pas la question. Je suis ici pour vous annoncer que le docteur Okoye a mis au point un traitement efficace contre le déclin. D'ici 6 mois, tous les Curie seront guéris. Leur population se stabilisera et recommencera à croître. La tentative de génocide a échoué. Un silence stupéfait s'installa un instant. Puis, la salle s'embrassa de questions. Anne attendit patiemment que le calme revienne. Ce traitement repose sur des techniques de génie génétique humain. Il est sûr, efficace et permanent. Nous l'offrirons gratuitement aux Curie, sans rien demander en retour. « La dette est remboursée, comme ça ?» demanda quelqu'un, avec suspicion. « Vous les sauvez sans rien demander en retour ?»« Nous les sauvons parce qu'ils nous ont sauvés, » répondit simplement Anne. « C'est ça, l'amitié. Du moins, c'est comme ça que fonctionne l'amitié humaine. Peut-être que vous agissez différemment. » Fenn se pencha en avant. « Et les Vosh? Vous avez anéanti leur armée. Vous les avez humiliés, devant toute la galaxie. Que voulez-vous que nous fassions ?» Le visage d'Anne se durcit. Les Vosh ont commis un génocide. Ils ont assassiné des milliards de personnes. Nous vous avons fourni des preuves irréfutables de leurs crimes. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Mais l'humanité souhaite que vous compreniez une chose très clairement. Elle marqua une pause, s'assurant que chaque représentant était attentif. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne souhaitons ni vous conquérir, ni vous dominer. Nous voulons simplement vivre dans une galaxie où les amis se protègent, où les forts défendent les faibles, et où les génocidaires répondent de leurs actes. Si vous pouvez nous offrir cela, nous serons heureux de coopérer avec vous. Vatsai Tomatanawa. Si vous n'y parvenez pas, nous ferons le nécessaire nous-mêmes. Cela ressemble fort à une menace, fit remarquer Corvan. C'est une promesse,
corrigea Anne. La galaxie a oublié ce que signifie défendre ses convictions, ce que signifie risquer sa vie pour autrui, ce que signifie tenir parole, même dans l'adversité. L'humanité, elle, n'oublie pas. Nous l'avons appris de la carrière il y a 300 ans, lorsqu'ils ont sacrifié 50 000 vies pour nous sauver. Elle se pencha vers la caméra. Vous aussi, vous vous focalisez sur les lois, les territoires et les considérations politiques. Vous avez oublié la justice, l'honneur. Faire ce qui est juste, tout simplement. Les Vosh ont tenté d'exterminer une espèce entière parce qu'ils la considéraient comme rivale. Et vous voulez nous sanctionner pour les avoir arrêtés? Personne ne répondit. La vérité était dérangeante, mais indéniable. Anne se redressa. L'humanité retrouve sa place au sein de la société galactique. Nous serons de bons voisins si vous nous le permettez, mais nous ne nous laisserons pas faire. Nous n'ignorerons pas le mal sous prétexte d'opportunisme politique. Et nous protégerons toujours nos amis. N'oubliez jamais cela. La transmission s'interrompit. Un long silence s'installa dans la salle du conseil. Finalement, Reth prit la parole. Je propose que nous reconnaissions officiellement l'humanité comme une puissance indépendante. Non pas comme membre du Conseil, mais comme égale. Laissons-les suivre leur propre voie, leurs propres règles. Et espérons que nous ne leur donnerons jamais de raison de nous considérer comme des ennemis. Ils sont dangereux, dit Fenn d'une voix calme. Oui, approuva Reth. Ils sont aussi honorables, loyaux et prêts à s'opposer à l'injustice quand tous les autres détournent le regard. La galaxie a besoin de plus de cela, pas de moins. Le vote fut lancé. À une courte majorité, le Conseil approuva. L'humanité serait reconnue comme une puissance indépendante, libre d'agir sur son territoire et de défendre ses alliés comme bon lui semblerait. Ce n'était pas de l'amitié, pas encore, mais c'était une forme de reconnaissance. Kwan, la matriarche Sela, se tenait dans le centre médical, observant le docteur Okoye administrer les premiers traitements. Les patients Kouri, jusque-là mourants, montraient déjà des signes d'amélioration. Les lésions génétiques se réparaient. La vie reprenait son cours. Elle trouva Anne dans un jardin, le regard tourné vers les étoiles. « Ton médecin m'a dit que d'ici une génération, notre population atteindra à nouveau le milliard, dit Sela d'une voix douce. Il m'a dit que mon peuple survivra, prospérera, récupérera ce qui nous a été volé. Bien, répondit Anne simplement. C'est tout ce que nous voulions. Pourquoi? Demanda Sela. Pourquoi as-tu pris autant de risques? Tu aurais pu rester caché dans ton système solaire. Tu aurais pu nous ignorer. Tu aurais pu nous laisser mourir, et la galaxie ne t'en aurait jamais tenu rigueur. Anne se tourna vers elle. Quand j'étais enfant, ma grand-mère m'a emmené au monument, celui avec les 50 000 noms. Elle m'a dit que ces gens étaient morts pour que je puisse vivre, pour que mes enfants puissent vivre, pour que l'humanité ait un avenir. Elle marqua une pause, l'émotion traversant son visage. Je restai là, lisant nom après nom, et je fis une promesse. Je promis que leur sacrifice ne serait pas oublié, que l'humanité serait digne de ce qu'ils nous avaient à donner, et que si les Kouri avaient besoin de nous, nous accourions. Tu as tenu ta promesse, observa Sela. Les humains tiennent toujours leurs promesses, répondit Anne. Du moins, nous essayons. C'est ce qui nous définit. Le visage de Sela se teinta de doré chaud et de bleu doux. Gratitude et affection. Tu nous as rendu notre avenir. Comment pourrons-nous jamais te remercier? Tu l'as déjà fait, dit Anne avec un léger sourire. Il y a 300 ans. Aujourd'hui, nous sommes quittes. Mais ils savaient tous deux que ce n'était pas tout à fait vrai. L'amitié ne consistait pas à tenir les comptes ni à régler les dettes. Il s'agissait de rester unis, de se protéger mutuellement et de bâtir quelque chose de meilleur que ce qui existait auparavant. À travers la galaxie, les espèces s'observaient et murmuraient. L'humanité était de retour, et elle était revenue avec une soif de vengeance.
Elle avait anéanti une grande puissance militaire en quelques heures. Elle avait défié le Conseil galactique. Elle avait sauvé une espèce mourante, simplement parce qu'elle estimait que c'était la chose juste à faire. Certaines espèces la craignaient, d'autres l'admiraient. Certaines commençaient à se demander si l'humanité pourrait aussi leur venir en aide, si elles étaient en danger. Sur Terre, les peuples célébraient. Leurs ambassadeurs avaient tenu la promesse faite 3 siècles auparavant. La dette était acquittée. Mais plus encore, l'humanité avait annoncé à la galaxie son retour. Forte et inflexible, elle ne tolérerait plus l'injustice. L'ère de l'isolement était révolue. L'ère de l'influence humaine ne faisait que commencer, et la galaxie ne serait plus jamais la même. 5 années s'écoulèrent, et la galaxie apprit à vivre avec la présence de l'humanité. Le changement fut progressif, mais indéniable. Les villes d'Ancône, plongées dans l'obscurité depuis des décennies, s'illuminèrent à nouveau. Des enfants jouaient dans des parcs qui n'étaient plus que des cimetières silencieux. La population dépassa le milliard et continua de croître. Docteur, le traitement d'Okoye avait fonctionné encore mieux que prévu, et les mineurs se reconstruisaient avec l'enthousiasme d'une espèce à qui l'on aurait offert une seconde chance. La matriarche Sela se tenait sur un balcon dominant la capitale. Observant le trafic incessant dans des rues désertes quelques années auparavant, Anne Brooks se tenait à ses côtés, plus âgée désormais, mais conservant cette assurance tranquille propre à l'humain. « Nous allons donner le nom de votre grand-mère à une ville », annonça Sela, celui du docteur Okoye à une université et celui de l'amiral Stone à un système stellaire. Nous voulons perpétuer leur mémoire. « Ce serait un honneur pour nous, » répondit Anne, « mais vous ne nous devez rien de plus. »« Il ne s'agit pas d'une dette, » dit Sela d'une voix douce. « Il s'agit de gratitude, d'amitié, de ne jamais oublier que lorsque nous avons eu besoin d'aide, l'humanité a accouru. » Dans les rues en contrebas, Kouri et humains marchaient ensemble, travaillant à des projets de reconstruction et à la recherche scientifique. Les deux espèces avaient tissé des liens qui les surprirent tous deux. Les humains trouvaient les Kouri réfléchis et créatifs. Les Kouri trouvaient les humains énergiques et novateurs. Ensemble, ils accomplissaient des choses qu'aucun n'aurait pu réaliser seul. Le Conseil a envoyé des émissaires, mentionna Anne. Ils souhaitent discuter de traités officiels. « Êtes-vous d'accord » demanda Sela. Anne esquissa un sourire. « Peut-être, à nos conditions. Nous ne rejoindrons pas le Conseil, mais nous sommes disposés à établir des relations diplomatiques, des accords commerciaux et des pactes de défense avec les espèces qui partagent nos valeurs. » La situation des Vosh les préoccupe encore, remarqua Sela. Le concordat de Vosh avait été placé sous sanction par le Conseil galactique dès que les preuves de génocide étaient devenues irréfutables. Leur armée était toujours affaiblie, leurs dirigeants avaient été remplacés et ils versaient des réparations à la carrière. Ce n'était pas une justice parfaite, mais c'était un début. Les Vosh devaient tirer une leçon de leurs actes, déclara Anne d'un ton ferme. On ne peut pas tuer des gens simplement par commodité. Les actes ont des conséquences. Certaines espèces pensent que l'humanité est trop violente, dit Sela. D'autres pensent en que la pitié est synonyme de faiblesse, rétorqua Anne. Nous leur avons prouvé le contraire. Nous aurions pu anéantir les Vosh. Nous avons choisi de ne pas le faire. Nous leur avons donné une chance de changer, de s'améliorer. Ce n'est pas de la violence. C'est la justice empreinte de compassion. Une jeune Kouri s'approcha d'eux. C'était l'une des enfants nés après la distribution du remède. Elle tenait une tablette et semblait nerveuse, mais déterminée. « Ambassadeur Brooks ?» demanda-t-elle dans un anglais soigné. « Je rédige un exposé pour l'école sur l'aube infinie. Le vaisseau humain, je veux dire. Pourriez-vous me dire pourquoi vous avez nommé votre vaisseau amiral d'après notre vaisseau colonial ?» Anne s'agenouilla à la hauteur de l'enfant, son expression s'adoucissant.
parce que nous voulions que tous se souviennent de ce que votre peuple a fait pour nous. L'aube infinie originelle transportait 50 000 Kouris qui ont tout sacrifié pour sauver la Terre. Notre vaisseau porte ce nom en leur honneur et pour nous rappeler pourquoi nous sommes ici. Ma maîtresse dit que les humains n'oublient jamais leurs dettes, dit l'enfant. Ta maîtresse a raison, confirma Anne. C'est vrai, mais surtout, nous n'oublions jamais nos amis, et les Kouris seront toujours nos amis. L'enfant sourit et courut terminer son exposé. Les couleurs de Sela virèrent à un or chaud. Tu es doué avec les jeunes, remarqua-t-elle. J'ai 3 nièces là-bas, dit Anne en se levant. Elles me posent des questions sans arrêt. C'est un bon entraînement. Elles restèrent un instant dans un silence confortable, observant la ville s'animer et grandir. Puis Sela reprit la parole. D'autres espèces commencent à s'approcher de nous, non pas le conseil, mais des mondes individuels. Ils demandent, Sankt, si l'humanité pourrait aussi les aider. Nous sommes au courant, dit Anne. Une colonie minière est aux prises avec des pirates. Une station de recherche a besoin d'assistance médicale. Un différend diplomatique menace de dégénérer en guerre. Tous souhaitent que les humains interviennent. Et vous ? Demanda Sela. Anne réfléchit attentivement à la question. Nous aiderons quand nous le pourrons, quand ce sera juste, quand la cause sera légitime. Mais nous ne deviendrons pas la police de la galaxie. Nous ne sommes pas là pour dominer qui que ce soit, ni pour résoudre tous les problèmes. Nous sommes là pour être de bons voisins et lutter contre les véritables injustices. La galaxie n'y est pas habituée, a déclaré Sela. Ils sont habitués soit aux conquérants, soit aux observateurs indifférents. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Nous sommes amis, dit simplement Anne. Nous aidons nos amis. Et nous nous faisons facilement des amis. C'est dans la nature humaine. Plus tard dans la soirée, Anne enregistra son rapport habituel pour la Terre. Assise dans ses quartiers à bord de l'Aïe, station diplomatique, elle était entourée de présents offerts par diverses espèces qui avaient tendu la main à l'humanité au fil des ans. Livres, œuvres d'art, merveilles technologiques. Chacun représentait une amitié potentielle, une alliance possible. Voici le rapport de 5e année de l'ambassadrice Anne Brooke depuis l'espace Kouri, commença-t-elle. La population Kouri atteint désormais 1,3 milliard d'individus et croît régulièrement. Toute trace du déclin a été effacée de leur code génétique. Ils prospèrent. Elle marqua une pause, le temps de rassembler ses idées. Nos relations avec le Conseil galactique demeurent complexes. Ils nous craignent, nous respectent et ont souvent besoin de nous simultanément. Nous avons établi des relations diplomatiques officielles avec 17 espèces échappant à la tutelle du Conseil. Le commerce est florissant. Les échanges culturels se poursuivent. Et surtout, nous avons empêché 3 conflits de dégénérer en guerre, simplement en proposant notre médiation. Anne se laissa aller dans son fauteuil. La galaxie apprend que l'humanité ne se laissera ni ignorer ni contrôler. Mais elle apprend aussi que nous ne sommes pas ses ennemis. Nous recherchons le partenariat, non la domination. Nous offrons notre aide, non la conquête. Et nous ne tolérerons absolument aucun génocide, esclavage ou autre crime contre les êtres intelligents. Elle esquissa un sourire. Certains nous appellent désormais les protecteurs du monde de la mort. C'est une façon de nous mettre en garde, mais je crois que c'est justifié. Nous venons d'un monde hostile, et nous avons appris à protéger ce qui nous appartient. Désormais, la galaxie est aussi la nôtre d'une certaine manière. Non pas à posséder, mais à préserver, à défendre, à améliorer. Anne termina son rapport et l'envoya sur Terre. Elle s'approcha ensuite du hublot et contempla les étoiles. Quelque part là-bas, dans des milliers de systèmes, des espèces vivaient leur vie. Certaines en paix, d'autres en conflit. Certaines prospéraient, d'autres luttaient pour survivre. Et maintenant, pour la première fois en 300 ans, l'humanité faisait partie de cette grande communauté galactique. Non pas en conquérant ni en sujet, mais en égaux, en amis, en personnes qui se souviennent de leurs dettes et tiennent leurs promesses.
Une clochette retentit. Reth demandait une entrevue. Anne sourit et accepta. La vieille carrière était devenue, au fil des ans, l'une de ses plus proches amies. Un pont entre la pensée humaine et la pensée galactique. Il entra dans ses appartements, son visage rayonnant de joie à sa vue. « Bonsoir, Anne. J'espère ne pas vous déranger. »« Jamais, » l'assura Anne. « Que faites-vous ici ?» Vreth s'installa dans un siège conçu pour son corps à 4 bras. « Je voulais vous remercier, non seulement d'avoir sauvé mon peuple, bien que cette dette soit impayable, mais aussi d'avoir montré à la galaxie quelque chose qu'elle avait oublié. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Anne. « Que l'honneur compte, » répondit Reth d'une voix douce. « Que tenir parole compte, que défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile ou dangereux, compte aussi. » La galaxie était devenue cynique, obsédée uniquement par le profit et le pouvoir. Tu nous as rappelé qu'il existe des causes qui méritent d'être défendues, au-delà de l'intérêt personnel. Anne s'assit en face de lui. Nous l'avons appris de vous, des 50 000 qui sont morts pour nous sauver. Ils nous ont montré ce qu'est le véritable sacrifice, ce que signifie le véritable héroïsme. Nous essayons simplement d'être à la hauteur de leur exemple. Et vous l'avez fait, lui assura Reth, bien plus que vous ne le pensez. Sais-tu ce que disent les jeunes Kouris maintenant quand ils rencontrent une difficulté? Anne secoua la tête. Ils demandent « Que ferait un humain ?» Reth sourit. Ils le disent pour nous inspirer. Les humains n'abandonnent pas. Les humains trouvent toujours une solution. Les humains protègent leurs amis à tout prix. Tu es devenu pour nous un exemple de courage. C'est une lourde responsabilité, dit Anne doucement. Oui, approuva Reth. Mais s'il y a bien des êtres capables de le supporter, ce sont les humains. Vous avez été forgés dans le feu sur une planète mortelle. Vous avez survécu et prospéré malgré toutes les épreuves. Désormais, vous mettez cette force au service des autres. Il n'y a pas de vocation plus noble. Ils discutèrent pendant des heures, évoquant leurs projets, leurs rêves et les possibilités qui s'offraient à eux. Les Kouris souhaitaient établir un programme de recherche conjoint avec l'humanité. Plusieurs autres espèces étaient intéressées par des traités de défense. Des rumeurs circulaient également concernant une espèce de la bordure extérieure menacée d'extinction par une catastrophe naturelle, qui espérait que l'humanité puisse lui venir en aide. Lorsque Reth partit enfin, Anne se tint de nouveau à la fenêtre, contemplant l'immensité de l'univers. 5 ans auparavant, elle était venue sur Khon dans l'espoir d'étudier une espèce mourante et peut-être d'adoucir ses derniers instants. Au lieu de cela, elle avait contribué à les sauver. Au lieu de cela, l'humanité avait annoncé son retour dans la galaxie d'une manière que nul ne pouvait ignorer. La dette était payée. La proie survivrait. Et l'humanité avait prouvé à la galaxie que les habitants des mondes de la mort n'étaient pas seulement dangereux. Ils étaient aussi loyaux, honorables et prêts à se battre pour la justice. Certaines espèces le craignaient, d'autres l'admiraient, mais désormais, tous le comprenaient. Anne effleura le verre, sentant sa surface froide sous ses doigts. Là-bas, à travers d'innombrables étoiles, d'autres espèces observaient l'humanité, se demandant ce que ces étranges singes venus de la Terre allaient en faire ensuite, se demandant si l'humanité pourrait aussi leur venir en aide. Et la réponse, Anne le savait, serait toujours la même. Si vous avez besoin de nous, nous viendrons. Si vous êtes notre ami, nous vous protégerons. Si vous menacez des vies innocentes, nous vous arrêterons. Voilà qui nous sommes, voilà qui nous serons toujours. La galaxie avait tremblé de peur lorsque l'humanité s'était acquittée de sa dette. Mais à présent, lentement, cette peur se transformait en autre chose. L'espoir, peut-être. La confiance, sans doute. La certitude qu'au cœur des ténèbres existait une espèce qui se dresserait contre l'injustice, qui tiendrait ses promesses, qui n'oublierait jamais ses amis. 3 siècles d'isolement s'achevaient. L'ère de l'humanité commençait. Et la galaxie, pour le meilleur ou pour le pire, devrait s'adapter.
Mais Anne pressentait que ce serait pour le mieux. L'humanité avait tiré les leçons du sacrifice de la carrière. Elle était devenue digne de ce don. Et désormais, elle consacrerait le reste de son existence à veiller à ce qu'aucune autre espèce ne soit menacée d'extinction seule. La dette était payée, mais le travail, le véritable travail de construction d'une galaxie meilleure, ne faisait que commencer et l'humanité était prête.